En à peine 50 ans, le Qatar est passé d'un pays pauvre de pêcheurs à un géant du pétrole et du gaz, dont le PIB par habitant figure parmi les plus élevés du monde. Nous allons ensemble voir comment le petit Qatar est devenu si rapidement autant riche tel que nous le connaissons aujourd'hui. Au début des années 1900, le Qatar est gouverné par la famille El Thani. Un an après avoir reconnu le cheikh Abdullah bin Jassin Al Thani comme dirigeant du Qatar, le pouvoir britannique signe en novembre 1916 un traité de protectorat avec les Qataris, identique à ceux que l'empire colonial a négociés avec les autres pays du Golfe Persique. Les Britanniques offrent ainsi leur protection au Qatar, en échange de quoi les Qataris renoncent à céder des territoires ou à entamer des négociations sans le consentement des Britanniques. Le Qatar vit essentiellement de l'industrie perlière et de la pêche. La population très pauvre souffre de malnutrition et connaît une période particulièrement difficile dans les années 1920, quand le commerce de la perle s'effondre. En 1939, du pétrole est découvert à Dukhan, à l'ouest du Qatar. Mais l'exploitation ne commence qu'en 1949, en raison de la Seconde Guerre mondiale. En 1951, le Qatar à lui seul produit plus de 46 000 barils de pétrole par jour et augmente ainsi ses revenus à plus de 4 millions de dollars. Les années 50 voient donc naître la première école, un hôpital, une centrale électrique, une usine de dessalement et les premiers téléphones. Dans les années 60, les recettes pétrolières continuent d'augmenter et la famille Al Thani renforce son emprise sur le gouvernement central. Tous ses membres se voient donc accorder des privilèges exorbitants. Le Qatar obtient son indépendance en 1971, conséquence du retrait de la Grande-Bretagne de toutes ses obligations militaires à l'est du canal de Suez. Le 22 février 1972, Khalifa bin Ahmad profite que son père, l'émir Ahmad bin Ali, soit parti chasser les faucons en Iran pour le destituer. Il coupe alors les dépenses de la famille royale et augmente les investissements dans les programmes sociaux, le logement, la santé, l'éducation et les retraites. Entre-temps, en 1971, Shell découvre sur la côte du Qatar le gisement offshore North Dome, le plus grand gisement de gaz naturel au monde. La production pétrolière étant encore à des sommets à l'époque, le gisement n'est pas exploré immédiatement. Dans les années 80, la crise pétrolière fait plonger l'économie qatari. En 1995, un coup d'État destitue l'émir Khalifa bin Ahmad et c'est le cheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani qui prend le pouvoir. L'une de ses premières mesures consiste à accélérer le développement du gisement North Dome. En décembre 1996, le Qatar fait sa première livraison du gaz liquéfié. Au cours des 15 années qui vont suivre, 14 usines de gaz liquéfié sont construites en partenariat avec des compagnies pétrolières occidentales. La péninsule diversifie donc de plus en plus ses clients. Le PIB du Qatar grimpe en flèche porté par la stabilité de sa production pétrolière et sa forte production de gaz naturel. Pour éviter une trop grande dépendance au secteur, le Qatar prend donc des mesures pour diversifier son économie. En 1998, le Qatar construit Education City, une zone proche de sa capitale, Doha,
pour l'établissement de campus de plusieurs universités américaines, mais aussi quelques organisations locales d'éducation et de recherche. Parallèlement, le Qatar créé en 2003 son fonds souverain, le Qatar Investment Authority, pour recycler ses revenus du pétrole et du gaz. Le Qatar créait aussi une autre société, le Qatar Sport Investments, basée à Doha. Les revenus générés sont réinvestis dans les secteurs du sport, des loisirs et du divertissement. Elle est actuellement dirigée par le président Nasser El Khelaïfi. Cette société procède à de gros investissements, notamment avec le PSG. Mais le Qatar ne se contente pas de déployer sa politique d'acquisition à l'international. Le pays mobilise aussi toutes ses forces pour séduire les investisseurs étrangers et tenter de faire concurrence aux autres plateformes financières du Golfe. Par exemple, en 2005, le Qatar Financial Center Authority voit le jour. Basée à Doha, la capitale, cette entité se concentre sur la promotion des activités de gestion d'actifs, de réassurance et de captifs d'assurance dans la région. En décembre 2010, le Qatar est officiellement désigné comme pays hôte pour la Coupe du Monde 2022. Mais très vite, des rumeurs disent que plus de 5 millions de dollars ont été versés pour obtenir cette désignation. Dès lors, le Qatar rencontre plusieurs problèmes. Pour lutter contre les températures extrêmes de la région, le Qatar promet d'installer la climatisation dans les stades. Les conditions de travail des migrants venus construire les infrastructures sportives sont dénoncées. En septembre 2013, le quotidien britannique The Guardian révèle qu'au moins 44 ouvriers népalais sont décédés entre le 4 juin et le 8 août 2013. À l'heure actuelle, la Coupe du Monde de football 2022 est terminée et les comptes sont présents, qui semblent très bons pour le Qatar. La FIFA a engendré plus de 6,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Les chaînes de télévision voient donc le revenu publicitaire dopé par l'événement. Et le Qatar a fait le plein de visibilité à l'international. Comme les autres monarchies du Golfe, le Qatar a été frappé par le déclin mondial des prix du pétrole depuis 2014. Cependant, grâce à la diversification de son économie, le Qatar, dont le PIB par habitant figure parmi les plus élevés du monde, est parvenu à afficher des résultats économiques supérieurs à ceux de ses voisins. Par ailleurs, le Qatar possédait jusqu'ici de larges réserves de devises étrangères qui l'aidaient à réduire son déficit budgétaire, attendu à 7,5 milliards d'euros en 2017. Voilà, on arrive à la fin de notre voyage à travers l'histoire fascinante du Qatar. On a vu comment ce petit pays a réussi à se transformer en un géant économique, en profitant de ses ressources naturelles comme le pétrole et le gaz. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle histoire.